Et en fait, Robert Ford dit que le jeu lui-même, il dit que le jeu que les Américains jouent avec les Kurdes syriens est un jeu dégueulasse. Et qu'il les conseillait plutôt à s'allier à l'armée syrienne parce qu'ils seront les perdants du jeu. Oui. Ils seront les premiers perdants. Lui-même, il l'a dit. Et il a dit, de toute façon, tous ceux aussi qui prétendent toute l'opposition syrienne, il faut qu'ils comprennent que le jeu est terminé, que c'est fini, que c'est Assad qui a gagné, que c'est le président Assad qui a gagné, et que l'État syrien sera là, et qu'il faut qu'ils se fassent à cette nouvelle réalité, et qu'ils arrêtent de rêver. Donc c'est le message de cette personne qui était lui-même le stratège et l'acteur de ce jeu, en fait, qui était en train d'utiliser des personnes appelées opposition syrienne contre l'État syrien. Donc c'est un aveu qui est très très important. Enfin, un aveu, ce sont des données qui sont très importantes et dont il faut qu'ils tiennent compte, que tout le monde tienne compte. Oui. Voilà. Il y a quelques minutes, vous évoquiez la panique désormais non dissimulée de l'entité israélienne, avec des exercices militaires d'ampleur inédite au nord de la Palestine occupée. Et on a aussi ce type de panique, exprimé peut-être différemment, mais tout aussi clair, de la part des forces militaires américaines, sans doute poussées par la partie la plus conservatrice de l'appareil politique américain, qui met en garde en fait l'armée syrienne de ne pas traverser l'Euphrate, comme si l'armée syrienne devait renoncer à, libérer la partie est de l'Euphrate de la Syrie. Tout à fait. Alors, à ce titre-là, je rappelle quand même qu'il y a eu déjà à Tanf, à Tanf, on se rappelle aussi que pour les Américains, ça devait être des lignes rouges que l'armée syrienne ne devait pas franchir. Il y a même eu un bombardement contre l'armée syrienne qui avançait vers Tanf. Et ils ont créé une sorte de base autour de laquelle ils voulaient 50 km de périmètre de sécurité, etc. Oui. Bon, l'armée syrienne est allée rejoindre, puisque le point, la ligne rouge, c'était de rejoindre l'armée irakienne et se donner la main pour la sécurisation des frontières syro-irakiennes. Oui. Bon, l'armée syrienne a avancé. Il n'y a pas de ligne rouge, je tiens à dire quand même un certain nombre de principes et de choses. Il n'y a pas de ligne rouge qui puissent être reconnues par l'armée syrienne sur son territoire. L'armée syrienne combat dans son pays, sur son territoire, elle défend son pays et elle reprend le contrôle de son territoire. Donc personne n'a le droit de lui mettre des lignes rouges ou des interdictions. Donc en fait, l'armée syrienne a, comme dans le cas d'Al-Tanf, elle a avancé et et puis aujourd'hui la base d'Al-Tanaf est en train de se vider de son contenu, puisque les combattants qui étaient, ou les rebelles, ou les terroristes qui étaient, ils sont en train de fuir vers l'intérieur de la Jordanie et vers d'autres cieux et d'autres lieux, puisqu'ils ont été attaqués par l'armée syrienne et ils ont la trouille, et ils s'en vont, c'est la débâcle. Aujourd'hui, sur la frontière jordanienne, la Syrie a repris aussi le contrôle du camp de Hamdallah, et donc et a sécurisé les frontières du côté de la Jordanie. Là, c'est l'armée syrienne et irakienne, pardon,
à sécuriser la frontière syro-irakienne jusqu'à Boukamal, et puis reste toute la partie de Boukamal jusqu'à Deir Zor. Et maintenant, l'attaque de cette partie entre Al-Mayadin et Deir Zor, elle se fait par différents axes, hein, puisque la DSA se fait à partir de Sokhna vers Abou Kamal et vers Al-Mayadin. Et de l'autre côté, en fait, maintenant, puisque pas mal de villages de l'est de Homs et de l'est de Hama ont été libérés aussi par l'armée syrienne, donc toute cette partie de la steppe syrienne qui est à l'est de Boukamal et de Mayadin, elle est devenue dans les mains de l'armée syrienne. Donc sous cette présence de Daesh se réduit de plus en plus, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, du côté irakien aussi, puisque l'armée irakienne avance aussi et gagne du terrain en libérant Al Afar et en progressant vers la frontière syrienne. Donc tout ceci, c'est du comment dire, ce sont des tentatives désespérées de la part des Américains pour bloquer l'avancée syrienne, pour bloquer l'avancée de l'armée syrienne, qui continue à avancer de bon train. Je rappelle quand même que dans les 3 derniers mois, 400 km² ont été libérés en quelques mois, donc c'est quand même une avancée importante. Que la libération de Deir Zor, Bréli et tout un tas de villages autour, ça a été fait en 8 jours. Hein. Donc la progression, elle est très très importante, hein, et elle est bien lancée. Donc voilà, ça c'est un point. Alors, reste le point important on parle, certains disent oui, mais Raqqa c'est terminé, Raqqa c'est amputé de la Syrie, etc. Moi je pense que là-dessus, Raqqa, aujourd'hui ceux qui se battent à Raqqa, ce sont les forces dites kurdes syriennes. Ils se battent contre Daesh, mais il est important, et je l'avais dénoncé à plusieurs reprises, que l'aviation américaine et l'aviation de la coalition dite entre antiterroristes est en train de bombarder la ville de Raqqa avec du phosphore blanc, la ville de Mayadin et la ville de Boukamal, et sont en train de se faire, et tous les villages autour sont en train de se faire bombarder et continuent à se faire bombarder par l'aviation américaine et les forces de la coalition qui commettent des massacres de civils. De civils, exactement. De civils. Les civils qui luttent contre Daesh et qui eux aussi résistent à Daesh et voilà. Et donc en fait, ce sont des vrais massacres et ce sont des crimes contre l'humanité. Et donc ils bombardent des écoles, des hôpitaux, des habitations civiles, des immeubles entiers, des gens dépérissent. Ouais. Alors aussi bien à Raqqa qu'à Mayadin. Ouais. Alors qu'en même temps, ils protègent les convois de Daesh qui sont envoyés sur des résorts, etc. Donc pire encore, ils leur envoient des munitions par parachute, ils leur envoient des munitions et des hommes. Donc des équipements, des munitions qui arrivent systématiquement. Hein, systématiquement. Donc là aussi, par rapport à Raqqa, je crois que la bataille, elle va être importante. Je pense que Qassad s'oppose très bien à Daesh. Les Américains soutiennent Qassad en munitions et en équipement. Mais on croit savoir qu'il y a eu... parce que la question qui se posait toujours et qui se pose, est-ce qu'il va y avoir une confrontation entre l'armée syrienne et les forces de Qassad, les forces kurdes syriennes?
apparemment, ils ont ordre de ne pas tirer sur l'armée syrienne par les Américains. Oui. Donc maintenant, avec les nouvelles positions de la Turquie, nous y reviendrons tout à l'heure, la Turquie est peut-être en train de faire un demi-tour au niveau de ses positions. Oui. On peut penser que ça peut aller aussi dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de ne pas intervenir, ne plus intervenir, et de lutter réellement, d'arrêter de soutenir les terroristes qui sont à Idlib, puisque la Turquie est un des alimenteurs, des pourvoyeurs des terroristes qui sont à Idlib. Entre autres, avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite et autres forces. Et les Américains, bien sûr. D'accord. Alors, avant d'évoquer ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement, surtout, à Astana, c'est le 6e round de Astana. Pour finir sur le chapitre qui sera certainement pas fini en réalité sur le terrain, pour ce qui concerne donc la libération de Deir ez-Zor, vous m'avez dit dans le précis TREP, la Syrie redémarre son économie via la reprise de l'exploitation du gaz et du pétrole et de la restauration finalement des infrastructures d'électricité et de distribution d'eau. Alors, cette libération a des suites sur le plan social et sur le plan de la reconstruction. Et vous m'avez signalé le tout premier convoi d'aide humanitaire d'une 40aine de camions remplis de vivres et de matériaux sanitaires et humanitaires envoyés à Deir ez-Zor dès le siège rompu. Exactement. Alors, dès le premier jour, effectivement, de la libération de Deir ez-Zor, les convois se sont dirigés. 41 camions de vivres et de matière médicale, en fait, oui, matériel médical et sanitaire, surtout parce que des fruits, des légumes et tout un tas de paniers, plus de 5000 paniers alimentaires ont été 5000 ou 50 000, je ne sais plus. Enfin bon, donc pas mal ont été distribués, 41 camions le premier jour, et ces convois vont être permanents 2 fois par semaine. L'idée, l'objectif, c'est que Deir ez-Zor n'ait plus faim, n'ait plus soif, et puis les forces, les équipes techniques de la ville de Deir ez-Zor se sont tout de suite mises à l'œuvre pour restaurer l'infrastructure, donc restaurer les égouts, les circuits de distribution d'eau, les circuits d'évacuation d'eau, et surtout remettre l'électricité et l'eau en état. Je tiens à dire à ce propos que Alep a retrouvé l'électricité récemment, donc le rétablissement de l'électricité a eu lieu à Alep, ainsi que la distribution d'eau par les canalisations normales, après aussi des années de siège et qui ont fait que Alep était une ville assoiffée et sans électricité. Donc ça c'est aussi une partie, je veux dire, ça fait partie de la victoire, qui est aussi de répondre à ce challenge et à ce défi de remettre la vie normale le plus rapidement possible sur les rails dans les villes libérées. Donc là aussi, le matériel scolaire a commencé à arriver aussi à Deir ez-Zor. Des écoles ont ouvert. Les enfants commencent à aller à l'école.
Et ça, c'est aussi un exploit important et même une réalisation importante pour le retour à la normale. Donc voilà, Deir Zor, à peine libéré depuis à peine une semaine, va sur le chemin de la normalisation de la vie ou de la vie normale, du retour à la normale à grands pas, je peux dire. Voilà. Et dans tout ça participe aussi la population, l'État. Bon, l'armée continue à la sécurisation de la ville et l'armée continue à élargir les domaines qui sont sécurisés autour de la ville de Deir Zor. D'accord. Alors maintenant, si vous le voulez bien, parlons de ce qui se passe à Astana, hein, puisque le 6e round a commencé hier et se poursuit aujourd'hui. Alors, en gros, Astana effectivement a commencé hier. L'objectif de de cette rencontre, c'est toujours l'objectif était d'élargir à Idlib les zones d'abaissement de tension ou d'abaissement de violence. Et donc les 3 pays qui sont garants dans cette rencontre, c'est toujours la Russie, l'Iran, la Turquie. Bien sûr, la Syrie est là en tant qu'interlocuteur directement intéressé qu'il s'agit de son terrain aussi, de son territoire. Donc l'accord a eu lieu apparemment d'après les rapports de ce soir. Les points importants sont les suivants. D'abord, il y a eu d'autres pays qui ont assisté à cette conférence d'Astana comme observateurs. Donc on peut citer l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, je crois. Et puis, faut pas que je dise de conneries. Attendez que je vérifie. En tout cas, il y avait des pays qui sont aussi, qui étaient. Il y a 2 types de pays, des pays observateurs et des pays, qui sont garants des terroristes. Les pays qui sont garants, donc c'est la Russie, l'Iran et la Turquie. La Turquie, donc, a accepté aussi d'être garant des forces terroristes qui sont à Idlib. Idlib a été ajouté aux zones d'abaissement de tension, ce qui est très important. Oui, oui. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Idlib, les différentes factions terroristes s'entretuent depuis des mois, puisqu'il y a certains qui relèvent d'Al-Nusra, d'autres qui relèvent de Ahrar al-Sham, qui sont Noureddin Zenki, etc. Et selon les monnayeurs et les pourvoyeurs, que ce soit Qatar, l'Arabie Saoudite ou la Turquie, ils s'entretuent et puis ils se neutralisent en fait. Hein. Oui, voilà. Mais ils se livrent à des combats acharnés apparemment. Donc voilà. Et aujourd'hui, le fait que cette zone Idlib soit ajoutée aux zones d'abaissement de tension, ça veut dire aussi que tous les pays qui alimentent ces terroristes cessent de les alimenter. Enfin, vont devoir en tout cas. Venir. Voilà. Donc, et il est important que tout le monde s'engage à cela. Oui. Et que il y a eu donc la décision de la création d'une commission de contrôle en fait ou d'un collectif de pays qui contrôle l'application justement de ces interdictions et de cet abaissement de tension. Par contre, il est certain que de toute façon Al-Nusra elle est toujours étant une organisation qui est connue et reconnue comme terroriste,
et qui est sur la liste des organisations terroristes, l'armée syrienne continue et continuera à la combattre, comme l'armée russe, comme les autres. Donc l'idée, c'est que les autres organisations se désolidarisent des terroristes d'Al-Nusra et soient reconnues, entre guillemets, soient reconnus comme étant des non-terroristes. Donc ils rendent les armes et ils régularisent leur situation. Ils quittent, ceux qui ne veulent pas régulariser quittent le district et vont ailleurs. Donc voilà, ça c'est le truc. D'accord. Là-dessus, c'est important. Bon, là, on n'a pas parlé suffisamment de ces décisions, des décisions de parce que en fait, il se termine maintenant et puis les dernières conférences de presse ont lieu maintenant pendant ce CITREP. Oui. Donc, on n'a pas effectivement la totalité des décisions, mais ça, c'était les décisions les plus importantes. Par contre, ce que je voudrais dire à propos, donc on y reviendra sans doute un petit peu dans le prochain CITREP, d'autant plus qu'il y a eu une décision de prise que le prochain Astana, c'est la dernière fois où on parlera des zones d'abaissement de tension. Donc les prochains Astana seront plus consacrés aux modalités de contrôle et aux modalités de sanctions de ceux qui n'appliquent pas les règles qui ont été édictées ou décidées ensemble dans le Congrès. Bientôt, il y aura un Genève aussi. On dit que ces réunions d'Astana préparent peut-être davantage à des solutions politiques importantes ou des discussions politiques qui permettront, donc ça permet d'avoir un climat plus facile, plus adéquat, disons, pour un débat politique d'un côté. De l'autre côté, il est certain que ceux qui prétendent être dans l'opposition syrienne ou qui se prétendent opposition, je peux dire, alors qu'ils soutiennent les terroristes, bon là, ils vont être complètement déconnectés et l'Arabie Saoudite les conseille aussi. J'ai vu cet après-midi une position de l'Arabie Saoudite de changer de politique et puis de faire avec la présence du président Assad à la tête de la Syrie et d'arrêter de demander l'impossible et d'exiger des solutions qui ne sont pas viables, qui ne sont pas réalistes. Voilà. Alors, une petite... oui, pardon. Ah, je vous en prie. Une petite parenthèse quand même pour voir que la situation, en particulier au niveau de la Turquie, est en train de changer. Alors est-ce que c'est, je dirais, une posture opportuniste ou si c'est une véritable inflexion profonde et définitive? La Turquie acquiert en fait le fameux système anti-aérien russe S-400. Hein, ouais. Les transactions financières sont en cours en ce moment, donc ça veut dire que c'est une acquisition réelle qui n'attend plus que la livraison. Et puis, je dirais que il y a aussi la réaction de la France, du nouveau gouvernement français, mais en particulier du nouveau président français, qui escompte encore, je dirais, bénéficier d'un certain nombre de contrats de reconstruction en Syrie. Les déclarations qui ont été faites par lui-même devant les ambassadeurs la dernière fois ne laissent planer pas beaucoup de doutes sur ses velléités, en tout cas sa volonté de récupérer, je dirais, une manne qui va lui échapper, puisqu'il n'y a aucune raison que la France, qui a été identifiée comme étant un des acteurs de soutien au front Al-Nusra, on répète à nouveau cette phrase devenue
mythique, hein, entre guillemets, de Fabius, qui disait que le Front Al-Nosra faisait du bon boulot. Je veux dire, c'est prendre probablement un peu trop violemment, un peu trop d'une manière visible pour un imbécile le président Bachar al-Assad que d'annoncer ou que d'espérer officiellement que des contrats de reconstruction tombent dans l'escarcelle des sociétés françaises, dont, je rappelle, une d'entre elles a directement contracté avec Daesh, hein, je veux parler de Lafarge. Absolument, oui, tout à fait. Alors, moi là-dessus, je pense que c'est important quand même que je revienne un petit peu sur la foire internationale de Damas, dans laquelle il y avait aussi des compagnies françaises, hein, et compagnies britanniques, hein, donc qui étaient là, espérant signer des contrats dans la reconstruction. Cette foire qui était une véritable déclaration de victoire, je peux dire, pour la Syrie, effectivement, à laquelle il y avait quand même 48 pays différents, malgré, n'en déplaise aux pays qui font quand même les sanctions contre la Syrie. Alors, ils font des sanctions pour étouffer la Syrie, mais quand il s'agit de contrats, ils accourent. C'est quand même un peu de toupet, je dirais. À ce titre-là, le président Assad, dans son discours devant à tous les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires du corps diplomatique syrien, il a affirmé un certain nombre de principes, notamment sur la reconstruction, disant que de toute façon, les contrats de reconstruction iront aux pays amis qui ont tenu avec nous pendant cette guerre, qui nous ont vraiment aidés pendant cette guerre, et qu'aucun pays qui a mené la guerre contre nous ne pourra bénéficier de ces contrats de reconstruction. La position est claire, nette et déclarée. Donc voilà, ça c'est un point important. C'est un point aussi qui consacre la souveraineté de la Syrie, que les pays qui veulent aussi traiter avec nous par-dessous la table parce qu'ils ont peur du retour des terroristes chez eux, nous n'accepterons pas. On est un pays souverain, on reprend des relations politiques normales et puis sinon niet. Donc ça c'est aussi un point important. Là-dessus, je voudrais quand même informer tout le monde qu'il y a des relations qui se font sous la table depuis presque un an, en fait, pour une coordination au niveau du renseignement, etc., avec la Syrie. Et bien sûr, la Syrie refuse, hein, puis tant que ce n'est pas fait de manière officielle et politique d'abord, et le renseignement après, parce que c'est un tout. On ne peut pas avoir des relations au niveau du renseignement et avoir des relations coupées sur le plan politique. Voilà. Et plus des sanctions qui sont appliquées contre la Syrie. Donc là, il est important que les responsables politiques français puissent se rendre compte des réalités nouvelles et puissent accepter quand même de traiter d'égal à égal avec les autres pays. Il n'y a pas de pays maîtres et de pays esclaves, il n'y a que des pays égaux et avec des souverainetés qui doivent être respectées des deux côtés. Voilà. Dernier point, je voulais quand même parler un petit peu des réconciliations. Je voudrais, et puis de l'effort que fait la Syrie pour le redémarrage et pour la reconstruction. Il y a aujourd'hui il y a eu quand même aussi un congrès de solidarité avec le peuple syrien et la classe ouvrière syrienne qui a regroupé des multitudes de syndicats ouvriers du monde entier
Oui. Bien entendu, la France n'y était pas, mais pas grave. Il y a eu aussi, aujourd'hui, il y a une délégation de sénateurs italiens qui sont en Syrie et qui ont été reçus par le président Assad. Il y a eu aussi, avec le ministère de la réforme administrative, un grand congrès qui a été fait avec l'Union des étudiants syriens pour, comment dire, former la jeunesse, les jeunes cadres pour la reconstruction du pays et pour la redynamisation comment dire, de l'administration syrienne. Donc, il y a eu aussi un congrès qui a été organisé par le syndicat des ingénieurs, par différentes spécialités, de la même manière les différentes spécialités médicales. Donc, tout ceci, le pays est en activité, je peux dire, très active, hein, pour préparer pas seulement cette reconstruction, mais cette construction de la Syrie nouvelle telle que nous la voulons, avec une coopération importante entre le secteur public, le secteur privé et le secteur, on peut dire, non gouvernemental et social. Voilà. Donc, il y a effectivement, on sent qu'il y a un élan nouveau. La rentrée scolaire a eu lieu dans toutes les villes de la Syrie. Il y a quelques 4 ou 5 millions d'étudiants, d'élèves qui ont pris le chemin de l'école. Les fournitures scolaires sont arrivées partout, donc aussi elles ont été acheminées partout, y compris dans les lieux sous le contrôle des terroristes. On les empêche effectivement d'aller à l'école et on les empêche, mais les professeurs donnent des cours même sur le trottoir avec les élèves. Donc c'est le cas à Hasakeh pour certains quartiers, c'est le cas à Raqqa, je ne sais pas quelle est la situation, parce que Raqqa est vraiment sous le joug de Daesh les plus noirs, les plus horribles. Voilà. Alors très rapidement, Essar, vous vouliez faire un tout petit peu de pub pour un auteur, donc avant d'aborder la conclusion de ce site-rep, qui s'appelle Jean-Loup Isambert et qui vient de sortir son 2e tome dont le titre est 56. Et puis un autre livre dont le titre n'est pas exactement celui-là, mais en tout cas il a au moins 2 mots surtout sur Trump et la France. Voilà. Connivence et suivisme en l'occurrence, c'est le thème abordé par ce 2e ouvrage. Oui, en fait, bon, c'est un livre. Jean-Loup Isambert a écrit plusieurs livres qui dénoncent la domination de la finance sur la politique mondiale, d'une part, et puis d'autre part sur les crimes aussi. Son livre Crimes sans châtiment est un livre qui est très très important. Mais là, il vient de sortir deux tomes d'un livre qui s'appelle 56, qui montre clairement la connivence d'abord les mensonges qui ont été vraiment systématiquement diffusés autour de la Syrie, et surtout la connivence aussi de nombreux responsables français avec le terrorisme avec tout ce qui est avec les décisions d'Interpol, etc. Donc un livre à lire et à relire, et il va être lancé, il va avoir des conférences un petit peu partout en France. Je vous conseille donc vivement
de l'acheter et de le lire. Voilà. Très bien. Je vous laisse la conclusion, Essar. Alors la conclusion, je crois que c'est un peu la rentrée scolaire pour tout le monde, donc c'est important aussi de voir le contenu des manuels scolaires, puisque de toute façon, je peux dire comment dire, la désinformation est non seulement dans les médias, malheureusement, mais elle est aussi systématisée dans l'éducation, dans les manuels scolaires. Donc je pense que c'est important que les parents puissent un peu regarder ce qu'on raconte aux enfants par rapport à la Syrie, par rapport au terrorisme, par rapport à tout ça, car il y a beaucoup de mensonges qui sont répétés là-dedans. C'est aussi ces mensonges, par ces mensonges, on vise à formater l'esprit de nos enfants. Oui. Ça, c'est un premier point important. Et deuxième point, je vous souhaite aussi à tous une bonne rentrée et bon courage pour toutes les luttes. Je voudrais parler aussi à tous ceux qui se battent en France contre la nouvelle loi travail, etc., contre la domination totale de la finance sur la vie politique française. Je pense qu'il est important, en fait, qu'on voit que tout ça c'est lié, ce n'est pas un hasard, que la Syrie et la France sont très liés par les mêmes luttes et que nos peuples sont des peuples qui se donnent la main et qui sont solidaires et qui mènent le même combat. Voilà. Très bien. Merci Essar de nous avoir encore une fois accordé cet entretien, le 25e entretien qui clôture une année complète. Hein. Donc c'est le premier anniversaire de notre collaboration et je crois que tous les gens qui nous écoutent, qui nous voient, vous remercient, je pense, de ce que vous avez apporté dans l'éclairage indispensable sur la situation en Syrie, qui aussi fait un éclairage sur la corruption politique en France, en particulier la tromperie concernant la propagande, que provoque la propagande contre la Syrie, qui aujourd'hui est en train d'être battue en brèche par la réalité sur le terrain. Et je l'espère en tout cas, grâce à ce CITREP, que tous ceux qui nous voient et qui nous écoutent ont pu désormais avoir une vision claire et objective de la situation. Ben, je l'espère et en tout cas je les remercie aussi de nous écouter et de bien vouloir aussi propager ces CITREP et puis diffuser à leurs amis et à tous ceux qui veulent effectivement avoir une vue réaliste de ce qui se passe et non pas telle qu'elle est racontée par les médias mainstream. Merci beaucoup. Merci Essar, passez une bonne soirée, à très bientôt dans le 26e CITREP, dans 15 jours. Ouais, merci à toi. Merci beaucoup à toi Tom, parce que tu y es pour beaucoup et je te remercie pour comment dire, ton systématique et ta présence militante importante. Merci Essar, le plaisir est partagé. À très bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Ciao. Toi aussi. Merci.